Dire que ces populations arabes seront bien mieux loties dans un État juif que dans un État arabe, ça c'est nous qui le disons. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi de leur droit à l'autodétermination ? Salut à tous, bienvenue dans Pas d'amalgame. Alors, il y a quelques jours, un animateur israélien déclarait que les Israéliens s'intéressaient moins à l'annexion de la Judée-Samarie qu'au dernier épisode de l'émission de télé-réalité Mariés au premier regard. C'est peu dire que le sujet ne passionne pas les foules, sauf bien sûr celle de Bruxelles, qui ne sait plus comment condamner, du pouvoir iranien qui se réjouit de pouvoir instrumentaliser, et des mouvements politisés, bien sûr, qui semblent finalement ne s'adresser plus qu'à ceux qui pensent comme eux. Et puis, bien sûr, ce sujet intéresse surtout ces quelques 400 000 juifs et 1 800 000 palestiniens qui vivent dans ces 5 000 mètres carrés si disputés, qui démarrent au sud de Jérusalem jusqu'à la vallée du Jourdain. On va parler de ce sujet chaud avec Michael Brezacher, qui est à ma gauche, qui est colon, comme on peut le dire. Non, vous le considérez comme quoi ? Je sais pas, Tel Aviv est aussi une colonie pour certains. Alors, on va en parler. Sarah Blum, qui est juriste en droit international. Bonjour. Et Stéphane Amar, qui est en ligne avec nous, qui est journaliste spécialisé, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien ». Stéphane, vous nous entendez bien ? Ah, ok. Alors, Michael, j'ai dit que vous étiez colon. Comment on dit en Israël ? Toshav, disons habitants de Judée-Samarie. La Judée-Samarie qui est considérée par vous comme quoi ? Comme un territoire qui n'est pas 100% israélien. Je voudrais qu'on fasse un peu l'annexion pour les nuls. Alors l'annexion, premièrement, je pense que mon avis personnel est très important, mais on va d'abord parler de la situation, de la réalité. D'abord, c'est indéniable que les habitants, en tout cas juifs de Judée-Samarie, ne sont pas des Israéliens à part entière. C'est-à-dire qu'une loi qui est votée à la Knesset doit être abrogée par le commandant de la région centre de l'armée pour qu'elle puisse être appliquée. La loi a des lois toutes bêtes comme les lois, quand vous avez un conflit entre locataires ou entre propriétaires de terre à Jérusalem ou Tel Aviv, sont traités dans les tribunaux selon la loi israélienne. Et ce qui se passe, par exemple, comme ça s'est passé à 10 minutes de Jérusalem, à El-Azhar, au Netiv-Avot, c'est des lois qui remontent à l'Empire ottoman. Ça veut dire que l'annexion... Il y a plein de gens qui disent pourquoi on ne reste pas dans un statu quo. Pardon. L'annexion changerait très concrètement des choses pour vous. Bon, d'abord, à mon avis, il ne s'agit pas d'une annexion. Vous ne pouvez pas annexer quelque chose qui est à vous. Ce que vous pouvez on ne sera pas d'accord là-dessus. Bon, on peut discuter au niveau de la loi internationale, mais disons que... Je voudrais avant d'arriver sur la loi internationale, je voudrais qu'on parle de la vie concrète dans ces territoires-là, parce que ça paraît très loin sûrement pour plein de gens. Très loin. Bon, premièrement, pour situer, j'habite à Efrat, qui est de Gush Etzion, qui est, on va dire, pour les gens qui ne savent pas, à 10 minutes ou 10 km de Jérusalem. Donc c'est tout près. Vous dites, c'est comme pour moi si j'habitais dans la banlieue de Jérusalem. C'est la banlieue de Jérusalem, c'est-à-dire que même au niveau de ce qui s'appelle le Grand Jérusalem, vous avez la Rekevet Tartit, le métro, qui va arriver jusqu'au Tzomet Agouch. C'est-à-dire que ça fait partie du Grand Jérusalem, comme Alé Adoumim, Kfar Hadar et toute cette région. Vous y êtes déjà allée, Sarah, là-bas ? J'ai habité à Jérusalem pendant des années et de chez moi, on pouvait voir, j'avais la chance de pouvoir voir les montagnes de Jordanie. Donc oui, on parle effectivement d'un tout petit territoire. Ramallah est à quelques kilomètres aussi, à 12 kilomètres de Jérusalem. C'est un territoire qui est dans un mouchoir de poche. Ça veut dire que ces gens qui habitent là-bas, ces colons, pardon, j'utilise le mot pour bien, parce que je voudrais qu'on comprenne la situation. Un paradigme en fait, ils vivent en Israël. Moi, je n'adhère pas colon, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas parler de colonie non plus. Le paradigme de colonie, ça se justifie dans le cadre de l'Algérie française, avec un territoire qui est utilisé pour servir la métropole. On n'est pas dans ce cadre-là non plus. Moi, je suis très précise sur les termes. Je trouve que c'est très important de ne pas parler de colons, de parler d'habitants, des implantations, ce qui ne veut pas dire que je légitime nécessairement toutes les implantations. Je pense que certaines implantations qui ont été favorisées depuis une cinquantaine d'années vont nécessairement devoir rentrer dans le cadre d'une solution à 2 États. Ça, c'est ce en quoi je crois. Et ce que je pense être le plus souhaitable pour la région. Il y a aussi une question de topographie. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'il y a des zones comme Efrat, mais aussi comme d'autres, qui sont vraiment très près des lignes d'armistice et qu'il va falloir probablement inclure. Ces différents plans depuis 50 ans parlent de ça déjà. Mais il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir comment on va le faire, et on peut de toute façon pas le faire de manière unilatérale. Il va falloir le faire de manière négociée. Alors, avant d'en arriver aux questions de droit et des relations avec les Palestiniens, je voudrais, Michael, que vous nous parliez un petit peu, et Stéphane aussi, parce que vous habitez là, de la vie sur place et de la cohabitation avec les habitants palestiniens là-bas. Vous me disiez tout à l'heure,
c'est facile d'être de gauche à Tel Aviv quand les Arabes sont un peu loin. Vous les voyez tous les jours. J'aimerais peut-être juste répondre à Sarah. Encore une fois, on peut discuter de connaissance à connaissance, c'est pas de passion à passion. Il y a des gens qui sont pour un État, d'autres qui sont pour 2 États. Je pense que, encore une fois, la situation qui prévalent sur le terrain doit être corrigée. Il y a de gros problèmes dans la société israélienne, pas seulement en Judée-Samarie. Vous avez parlé tout à l'heure d'annexion, d'autres parlent d'application du droit israélien. Il y a des zones de non-droit en Israël, même à Jérusalem, la capitale une et indivisible et éternelle, par exemple le mont du Temple. Vous avez aussi des problèmes en Galilée et en Jordanie, vous avez des tas de problèmes. Et en Israël, je pense que si on parle par exemple de la Judée-Samarie, 53 ans après avoir conquis ou libéré ces territoires, il est temps de prendre une décision soit à gauche, soit à droite. Je vis par exemple à Efrat, une implantation, une colonie qui n'a pas de barrière. Vous pouvez voir, si vous venez chez moi d'ailleurs, je vous invite, une école juive et à 50 mètres une école palestinienne. On partage les mêmes centres commerciaux. Je dirais qu'on n'a pas peur du diable arabe. C'est-à-dire que je ne vois pas une vraie différence, on va dire de façon paradoxale, si je voulais être très polémique, je dirais que les habitants des colonies ont plus peur des Arabes de Jaffa que des leurs. Stéphane, vous nous entendez ? Oui, très bien. Vous connaissez très bien ce sujet. J'ai très envie d'intervenir. Alors allez-y, on vous écoute. Non, par rapport à ce que dit à la fois Sarah et Michael, je suis très intéressant la remarque de Sarah, qui soit une militante de gauche, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il ne faut pas comparer avec l'Algérie. Alors il y a 2 aspects. Il y a l'égalité et la légitimité. Du point de vue de la légalité, je ne vois aucune différence personnellement entre la colonisation française en Algérie et ce qui se passe dans les territoires palestiniens. C'est-à-dire que oui, c'est une colonisation au sens propre, dans la mesure où les gens comme Israël qui habitent dans les territoires palestiniens, les juifs qui habitent dans les territoires, ne sont pas soumis à la même loi que leurs voisins palestiniens, que les autochtones. Il y a 2 lois, exactement comme il y avait en Algérie. Il y avait les citoyens français d'un côté, et il y avait ce qu'on appelait à l'époque les indigènes de l'autre. Donc là, on est exactement dans la même réalité en Cisjordanie, et c'est bien tout le problème. Tant du point de vue de la légitimité, c'est autre chose, la légitimité, puisque ce que vous dites, c'est que finalement, les Juifs sont certainement plus légitimes en Judée que les Français l'étaient dans l'Algérie. Ça, c'est une question complètement différente, qu'il faut bien sûr examiner, c'est une question qui relève plus culturelle, et certainement aussi en relation internationale, puisque c'est important, je pense, de dire à la face du monde que le peuple juif a légitimité dans alors ça, c'est un point important, mais on va avoir du mal à aborder tous les sujets intéressants. Le deuxième point, je vais répondre à Michael. Alors oui, effectivement, c'est vrai que les gens de l'implantation connaissent évidemment beaucoup de Palestiniens, essentiellement d'ailleurs par le biais de la construction, parce que les Palestiniens construisent sont les Kabbalim, les entrepreneurs sont des implantations. Mais c'est l'absurdité de la situation un peu. Ce sont les Palestiniens qui construisent tout. La véritable coexistence, elle n'est pas dans les territoires. Elle est dans l'Israël de 67. C'est dans l'Israël de 67 que les Arabes et les Juifs étudient dans les mêmes universités, qui fréquentent les mêmes hôpitaux, qui travaillent véritablement ensemble, que ce soit dans la high-tech, dans les cabinets d'avocats, qu'ils ont les mêmes droits, dans les restaurants, absolument, dans tous les secteurs d'activité. C'est ça la véritable coexistence. On ne peut pas parler de véritable coexistence dans les territoires. C'est pour ça que moi je pense qu'effectivement l'annexion permettra de normaliser. Parce qu'on entend beaucoup, on fréquente les mêmes supermarchés, mais vous ne fréquentez pas les mêmes cafés. Ah non. Dans le supermarché de centre commercial, oui. Mais j'aimerais peut-être répondre. Pardon, on va juste laisser finir Stéphane parce qu'il ne peut pas nous couper en direct, c'est plus difficile pour lui. Non, simplement oui. Effectivement, je pense que l'annexion permettra d'uniformiser le territoire en termes de droit, que tout le monde ait les mêmes droits. Donc vous pensez que c'est une bonne chose par rapport à l'État et avoir une situation qui. Oui, parce que sans être idéal, la situation des Arabes d'Israël, les Arabes israéliens, est largement préférable à celle des Palestiniens. Et je pense que c'est une coexistence qui dure depuis maintenant plus de 70 ans, qui est extrêmement réussie à bien des égards et qu'il faut étendre. Il faut étendre cette expérience de coexistence à tout le reste du territoire. Donc oui, c'est une colonie, et oui à l'annexion pour harmoniser les droits de tous ses citoyens. Tellement pas d'accord. Absolument. Alors, Michael. Bon, d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Sarah, que la situation, effectivement, n'est pas normale, que vous avez 2 populations avec 2 régimes différents, alors qu'il faudrait avoir une autorité. Par contre, ce qu'il faut que peut-être les auditeurs, téléspectateurs sachent,
c'est que les Arabes qui vivent dans ces territoires sont indépendants, ont une autorité palestinienne qui ont leur propre loi, que ça ne fonctionne pas, c'est un autre problème, mais que les Juifs qui sont israéliens, qui payent leurs impôts, qui font leur armée et tout, ne bénéficient pas de tous les avantages de la citoyenneté israélienne. Par exemple, quand vous avez un conflit, pour revenir au Netiv Avot, à Jérusalem, vous avez des tas de lois qui parlent de dédommagement. Pour la Judée-Samarie, la Haute Cour de justice a bien souligné que comme ces territoires sont, on va dire, un peu obscurs, alors on applique une loi et on a démoli des maisons entières pour les reconstruire plus tard, qui a coûté une fortune à l'État, tout simplement parce que les Juifs sont les seuls aujourd'hui à vivre sous un régime militaire et non pas les Arabes. Par contre, là où je serais d'accord, il faudrait que tant les Juifs, les Arabes, les Druzes, toutes les minorités que vous ayez, tous aient la même autorité et la même loi. Sarah. Non, pardon, mais c'est pas juste non plus. Le régime militaire, il est appliqué aux administrés de cette zone et il n'est pas appliqué aux citoyens de la zone. Les citoyens de la zone, c'est les Israéliens, les administrés, c'est les Palestiniens. Donc ceux qui souffrent en priorité du régime militaire, ce sont les Palestiniens. Maintenant, pour revenir à ce que disait Stéphane, notamment... Pardon, juste, quand on dit régime militaire, c'est quoi? Dans les faits, encore une fois... Il y a une administration militaire qui occupe... Comment on la ressent? Ça veut dire qu'ils sont contrôlés à chaque fois qu'ils sortent et qu'ils rentrent? Mais encore une fois, au niveau de l'administration militaire, les seuls sujets à cette administration sont les Juifs qui vivent dans ces territoires. Les Arabes sont soumis aux lois palestiniennes. En cas de conflit avec des citoyens israéliens, c'est devant les tribunaux. En cas de conflit. En cas de rencontre entre les différentes populations, ça se passe devant les tribunaux militaires. Oui, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et attendez, je voulais quand même rebondir aussi sur ce que Stéphane avait dit tout à l'heure. Alors, tu reprends après. Non, je voulais simplement dire que d'abord on parlait tout à l'heure d'annexion ou d'application de la souveraineté. L'application de la souveraineté, c'est l'annexion. Je comprends pas ce débat, très honnêtement, qui consiste à dire que non, il s'agit pas d'annexion ou de prise de territoire, on est légitime, donc on parle simplement d'application de la souveraineté. Non, Netanyahou, il parle pas d'application de la souveraineté, il parle d'annexion. Si pouvoir, ça veut dire annexion. Et en droit, l'annexion, c'est clairement ça, c'est l'application de la souveraineté. Que ce soit organisé via un traité ou que ce soit organisé ou que ce soit fait par la force ou autre, ça s'appelle une annexion. Point à la ligne. Après, si on veut donner une autre connotation en termes, ça c'est une autre question, mais ça ne concerne pas le droit. Et enfin, je suis pas du tout d'accord avec l'analyse de Stéphane sur les deux niveaux qu'il a énoncés, à savoir la ressemblance avec l'Algérie française. Non, vraiment, pour moi, ça ne ressemble pas du tout à l'Algérie française, puisque l'Algérie française était considérée comme un département, même s'il y avait une différence de traitement entre les différentes populations, et ça, effectivement, on peut en parler. Mais c'est peut-être le seul point qui est comparable. Et ici, c'est clairement, encore une fois, un régime d'occupation qui est mis en place par Israël, qui est délibérément mis en place par Israël depuis 67. On n'a pas voulu annexer en 67. On a fait ce choix de ne pas annexer. On a annexé le Golan, on a annexé le Sinaï, on a annexé Jérusalem-Est, on a rendu le Sinaï, on a gardé le Golan, on a gardé Jérusalem-Est, mais on n'a pas annexé cette zone-là. Il y a une raison à ça. C'est pour une raison extrêmement simple. Ça, on n'a pas annexé cette zone-là parce qu'il y avait une population extrêmement conséquente. 600 000 habitants à l'époque, 1,8 million aujourd'hui. Bon, dans la balance démographique, si vous voulez, c'est beaucoup plus important que maintenant. Parce qu'il y avait certes 600 000 habitants dans les territoires, mais il y avait beaucoup moins d'Israéliens. Le ratio est beaucoup plus maintenant favorable à Israël, et il le sera encore. Non, il n'est pas favorable à Israël. Aujourd'hui, on pourrait faire quelque chose. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones. Pourquoi aujourd'hui ce serait plus facile, Stéphane? Pour des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'Israéliens par rapport aux Palestiniens. En fait, la stratégie choisie, c'était on n'annexe pas, il y a trop de Palestiniens, on va construire, et quand il y aura plein de Juifs, on pourra annexer. Il y avait une différence de zone, et d'ailleurs à Baeban, c'était pas à Baeban, pardon, c'était Yigal Allon qui avait proposé ce plan-là de faire une distinction entre l'occupation territoriale et l'occupation de population, et il voulait qu'il y ait une différence entre les zones. Ça n'a pas été adopté, on a occupé la zone dans son ensemble sans considération de occupation de zones peuplées ou pas. Si on avait fait ça, probablement que les choses seraient différentes aujourd'hui. Il y a des zones qui sont extrêmement peuplées, il y a des zones qui sont beaucoup moins peuplées. Administrer et occuper et ensuite annexer une zone, comme vous l'entendez aujourd'hui, annexer une zone sous prétexte que vous avez peut-être raison sur ce point-là ou pas, mais dire que ces populations arabes seront bien mieux loties dans un État juif que dans un État arabe, ça c'est nous qui le disons. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi de leur droit à l'autodétermination ? C'est une question. Est-ce que ces gens-là vont accepter tous
collectivement de vouloir recevoir la citoyenneté israélienne, il semblerait aujourd'hui que non. Moi, si demain vous me dites qu'il y a un sondage qui est effectué, que ce sondage est valable, qu'il a été fait dans les règles de l'art, et que ces populations, majoritairement, dans leur grande majorité, veulent être israéliennes, il faudrait reconsidérer la question. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Et donc, moi, je veux bien que vous vouliez vivre avec eux, mais ils ne veulent pas vivre avec nous. Et je crois que ça, il faut aussi le respecter. Je comprends parfaitement le coup de cœur de Sarah. C'est pas un coup de cœur, c'est une analyse vraiment. J'aimerais quand même préciser les choses. Moi, j'ai pas de coup de cœur par rapport à ça. La région est très belle, je la trouve très jolie. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas si on a plus raison que les Arabes et tout, mais je veux dire, j'aimerais quand même situer le débat. La première question, je pense, qui est importante, c'est de savoir si cette terre, elle est à nous ou pas. C'est quand vous parlez d'annexer, vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, qui est à quelqu'un d'autre, et vous le prenez chez vous. Non. À mon avis. On applique la souveraineté, c'est ça la définition de l'annexion. C'est comme ça que vous l'entendez, c'est pas la même chose. Je vais pas là, on peut discuter, laissez-moi m'exprimer. Je veux bien, mais je vous corrige sur le fait que la définition, et j'ai encore bien vérifié ces derniers jours. Je ne parle pas d'annexion, je parle d'autre chose. Je vais vous dire. Mais l'annexion, c'est ce qui se passe. C'est comme ça que vous l'appelez, on peut l'appeler. C'est pas comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. On parle de riboumut, on parle de souveraineté. C'est l'application de la souveraineté, l'annexion. C'est ça la définition. Il y a des tas de je veux dire, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de vraie différence entre l'application de la loi souveraine, de la loi israélienne à des territoires qui ont été conquis en 48, en 67, que ce soit même le Golan, Jérusalem-Est et tout, où vous avez appliqué la loi. Israël a décidé, pour certaines raisons qui peuvent être bonnes ou mauvaises, des questions démographiques, des questions idéologiques ou ce que vous voulez, de ne pas appliquer la loi et d'avoir une situation hybride inacceptable, effectivement, et on est d'accord là-dessus, sur une certaine région, et il faut y remédier. Il y a des gens qui pensent, vous donnez ces territoires à un pays qui n'a jamais existé, à des gens qui ne veulent pas un État. Alors, je voudrais, et d'autres qui sont prêts à, disons, comme il n'y a pas de vacuum, appliquer la loi israélienne, avoir une police, on va dire, israélienne avec des policiers arabes, et avoir des lois israéliennes, y compris pour les Arabes. Mais là, vous et moi, on n'est pas d'accord. C'est que il y a une manière de régler les conflits de manière unilatérale, d'imposer les choses, et il y a une manière de les régler par la négociation. Le plan Trump dont on parle aujourd'hui, parce qu'il s'agit de ça, on va dire. Appelez-le comme vous voulez, le monde entier l'appelle le plan Trump. Ce plan Trump, il appelle à une négociation. C'est-à-dire que l'annexion qui a été autorisée sur les 30% de territoires concernés, elle vient, en fait, si vous voulez, elle est prévue avec ensuite une négociation. Elle ne va pas sans cette négociation-là qui devrait se faire. Si on parle d'annexion pure et dure, sans négociation par la suite, on n'est plus dans le cadre du plan Trump, on n'est plus dans le cadre de rien du tout, on est dans le cadre d'une annexion unilatérale, et tous les actes unilatéraux d'Israël, pour l'instant, se sont soldés par des échecs. C'est intéressant parce que c'est précisément l'inverse de ce que vient de dire Sarah, c'est-à-dire que en vérité, l'histoire du conflit palestinien nous enseigne que tout ce qui tient, c'est finalement ce qui a été réglé d'une certaine manière par la force. Si les Arabes israéliens sont israéliens maintenant, on ne leur a pas demandé leur avis, on ne leur a pas fait un sondage, même pas un référendum, on ne leur a pas demandé s'ils aimaient Israël. Il y a eu une guerre extrêmement dure entre 47 et 49. C'est très simpliste de dire ça comme ça, puisqu'il y a eu plusieurs Hamoulotes qui se sont associés au mouvement sioniste à l'époque. C'est faux, c'est pas juste. Lisez les livres d'Hillel Cohen, c'est pas juste. Je vous laisse parler, mais c'est pas juste. Alors pardon, on va laisser finir Stéphane et après on va s'arrêter juste sur ce sujet-là parce que je voudrais qu'on vienne à des choses concrètes pour comprendre. Vas-y Stéphane. La vérité historique, c'est qu'il y a eu 700 000 Palestiniens qui ont quitté de clause de force Israël en 2 ans, et que si vous voulez, le bouleversement démographique qui a fait qu'il n'y avait plus que 10% d'Arabes et 90% de Juifs a permis à David Ben Gourion de leur attribuer la nationalité de force. Évidemment, on leur a pas demandé leur avis, et d'en faire des citoyens d'Israël. Et ça s'est très bien passé. Mais certains ont accepté dès le départ puisqu'ils se sont alliés avec les mouvements sionistes. Bien sûr que si. L'exemple le plus connu, c'est la ville d'Abu Ghosh. Alors, Mickaël me dit à ma gauche, je côtoie les Arabes, je sais. Un exemple parmi d'autres. Il y a plein de Hamoulotes dans le Nord qui se sont alliés aux mouvements sionistes. On s'arrête sur ce sujet-là. Je voudrais comprendre, quand on parle d'occupation militaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que c'est ? Comment vivent les Juifs et les Arabes là-bas ? Très concrètement, ça veut dire que de la naissance jusqu'à la mort, les Palestiniens sont soumis à l'autorité militaire. Ils doivent déclarer évidemment leur naissance à l'armée. Ça, c'est maintenant par le biais de l'autorité palestinienne.
s'ils veulent se déplacer, même aller à Jérusalem, par exemple, même pour des gens qui habitent tout près de Jérusalem, comme à Bethléem, il faut demander un permis qui est accordé ou pas accordé, mais c'est un processus extrêmement lourd. Ils sont soumis à des barrages militaires quotidiens, à des contrôles militaires. Ils sont soumis à une loi militaire, pour faire vite. Et ça, si vous voulez, c'est complètement différent de ce que vivent les Arabes israéliens, qui sont des citoyens à part entière d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne sont soumis à aucune restriction auxquelles ne seraient pas soumis les Juifs. Ils peuvent se déplacer parfaitement librement, ils peuvent voyager depuis l'aéroport Ben Gurion, ils peuvent même, s'ils veulent, s'engager dans l'armée, s'engager dans la police. C'est un statut qui n'a strictement rien à voir. Le statut d'occupation militaire, c'est une présence militaire quotidienne permanente avec laquelle on vit, puisque ça fait 53 ans que les gens vivent sous ce régime, mais ce n'est pas un statut qui est digne de celui d'une démocratie. Alors que les Juifs des territoires vivent grosso modo, même si peut-être effectivement il y a des différences comme dit Irène, mais grosso modo, ils ont exactement la même existence légale que les Juifs de l'intérieur. Donc pour vous, contrairement à ce qu'on peut penser dans le monde, l'annexion pourrait régler ce problème-là. Mais absolument, on le voit très bien en Israël, dans chaque zone annexée, y compris avec Jérusalem, où c'est loin d'être simple, mais les Palestiniens de Jérusalem ont une liberté de circulation totale, ils ont accès à l'assurance sociale, au pouvoir public, ils peuvent étudier à l'université de Jérusalem, donc ils ont un statut qui n'a rien à voir avec celui des Palestiniens qui vivent sous l'occupé. Michael. D'abord, je suis tout à fait d'accord que la situation n'est pas normale. Je rappellerai pour les plus âgés qu'avant les accords d'Oslo, les gens allaient manger à Hummus à Bethléem et vice-versa. C'est-à-dire que la situation qu'il y a aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Ce que je pense, encore une fois, vivant dans ces territoires côtoyant des Juifs, des Arabes, c'est que là où je pense qu'on sera tous d'accord, on peut leur demander leur avis. Donc, première chose, les Arabes, je pense qu'une grosse majorité, ils ne peuvent pas le dire, on a vu... Sarah a l'air dubitative, mais non, disons qu'ils soient d'accord pour devenir israéliens. Vous avez qui sont d'accord, qui le disent, et ensuite ils sont enfermés et tout. Je dirais, ceux qui veulent pourront devenir israéliens comme leurs cousins de Jaffa ou de Ramla, ou ce que vous voulez. Ceux qui voudront vivre sous un statut autonome avec des droits civiques comme à Jérusalem-Est pourront le faire, et ceux qui auront un problème avec la souveraineté israélienne pourront soit se taire, soit s'ils luttent, on les expulsera, on les mettra en prison, mais leur demander. Et encore une fois, c'est évident que la situation aujourd'hui hybride, où ces territoires sont à la fois israéliens ou ne le sont pas, n'est passée. Alors je suis désolée, il faut conclure. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous permettre à tous les trois encore d'exprimer. Si on part du principe que tous les Arabes, les Palestiniens qui vivent sur ces territoires sont d'accord, demain, vous avez votre sondage et 100% sont OK pour devenir israéliens, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce qu'Israël va pas faire de tous ces citoyens des Israéliens. Mais là, on parle tous les trois, et puis on va s'arrêter. Pourquoi pas? La question, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez le faire dans un certain temps. Aujourd'hui, vous avez déjà des citoyens israéliens qui font partie de minorités chrétiennes ou arabes. Mais Israël n'est pas prêt à intégrer 1 800 000 Arabes israéliens supplémentaires. Oui, d'autres non. Même si on va dire ce que vous avez parlé de majorité juive. C'est-à-dire que même si vous prenez le cas extrême d'annexer tous les territoires, je ne parle pas de Gaza pour l'instant, mais de tous les territoires entre la mer et le Jourdain, vous aurez, on va dire, 2 tiers de juifs et 1 tiers d'arabes. Vous pouvez construire un système un peu comme en Suisse, à différents niveaux, au niveau régional, au niveau local. Vous pouvez trouver une solution. Okay, si les gens le veulent. Sarah, tout est dans si les gens le veulent. Si les gens le veulent, vous pouvez tout faire. Le vrai problème, c'est que les gens ne le veulent pas. C'est pour ça qu'on a un conflit. Mais les populations arabes ne le veulent pas. Et les Israéliens? Si demain, les Israéliens et les Palestiniens voulaient vivre ensemble dans cette zone-là, non, ils veulent pas. Ils veulent c'est un ça État. le problème. C'est pour ça qu'on a un conflit. Si on avait 2 populations qui avaient envie de vivre ensemble, on n'aurait plus de problème. Arabes des villages voisins. Je vous assure que j'ai beaucoup d'amis arabes, j'ai beaucoup d'amis palestiniens, j'ai beaucoup d'amis israéliens qui vivent dans les implantations, qui ne vivent pas dans les implantations. Je discute avec beaucoup de gens et j'entends ces sons de cloche. Je vous assure que les gens, certains veulent vivre avec nous, certains ne veulent pas vivre avec nous, certains veulent simplement qu'on réalise leur aspiration nationale. Et je crois que si on n'entend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut absolument négocier. Stéphane, sur ce sujet, je suis désolée. C'est de compter les voix. Comptez les voix. On va y aller plus. Je ne suis pas convaincu. Stéphane. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aspiration nationale des Palestiniens, c'est une aspiration à Tel Aviv, à Lod, à Jaffa, à Haïfa. Les Palestiniens ne font strictement à Jérusalem, évidemment. Pour certains veulent juste un État aussi. À part dans le fantasme très mortifère de la gauche israélienne. Il n'y a pas de fantasme mortifère en ce qui me concerne, je précise. C'est pas une question de ça. Non. Des gens qui, en tout cas, ont été des artisans d'Oslo,
Il y a des... Rien de mortifère, il y a une coopération sécuritaire qui fonctionne, c'est anti-mortifère au possible. Il n'y a aucune possibilité de partage. Donc il faut absolument trouver une possibilité de vivre ensemble. Vous allez tuer l'État juif comme ça. Il y a des moyens institutionnels. Vous allez créer un Liban 2. Notamment le modèle suisse, le modèle cantonal, qui pourrait être une solution. Mais il est certain que si Israël doit rester un État juif, il faut qu'il y ait une très forte majorité juive en Israël. C'est ce qui est en train de se passer par le fait de la démographie. Maintenant, les dynamiques démographiques juives sont dominantes par rapport aux démographies. Mais ça manque de précision, puisque la majeure partie de cette démographie tient aux Haredim et que beaucoup de Haredim ne reconnaissent pas l'État juif. Soyez précis, mais il faut être précis. Je suis désolée, on doit s'arrêter. Il faut être extrêmement précis dans cette question-là. C'est tellement important pour nous et c'est tellement important pour la région. C'est pour ça que je me tue à être précis sur tous ces termes. Les Haredim sont précisément dans un processus d'intégration, leur nombre à l'université. Bon, alors on lancera, là aussi, ça nécessiterait un débat, je pense. On lancera une autre émission. Merci beaucoup Stéphane, je suis désolée. Merci Michael, merci Sarah d'avoir été là pour ce débat. J'espère qu'on aura un peu éclairé les lanternes et pas trop compliqué de nos auditeurs. Et à bientôt, merci.